C'est bon. Alors, je voulais vous dire un mot des hippopotames parce que il y a un cirque qui tourne autour de Bordeaux. Il était à la Teste, nos militants le savent, il n'y a pas très longtemps. Il vient de passer 2 semaines à Lormont. On ne sait pas où il ira après. Mais je voulais vous dire un mot des hippopotames parce que ce sont des animaux qu'on connaît peu. Est-ce que vous savez que leur ancêtre, c'est la baleine? Que leur élément, c'est l'eau. Donc, ce sont des animaux un peu pâteaux comme ça, mais en fait, ils passent 16 heures par jour, les 2/3 de leur journée dans l'eau, la journée, en groupe, collés les uns aux autres, et la nuit, ils sortent pour brouter. Et c'est le seul animal qui a un signal amphibie, c'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer aussi bien à l'extérieur de l'eau que sous l'eau. Et le bébé hippopotame, il va téter sa mère à l'extérieur de l'eau ou sous l'eau. Donc, on a un animal extrêmement particulier, qui est très solidaire aussi, qui sait apporter son soutien. Des touristes ont pu voir un hippopotame extraire une antilope de la bouche d'un crocodile, un autre hippopotame prendre délicatement la tête d'une antilope dans sa gueule parce qu'elle n'était pas bien du tout. Donc, ils ont des capacités eux aussi d'empathie. Et en France, il y a 2 hippopotames dans les cirques. Jumbo y est depuis plus de 40 ans. Il vit dans une remorque. Là, les 15 derniers jours, il n'a pas eu accès à l'eau. Il y a eu un jet d'eau pour l'arroser un peu, et c'est tout. Et l'eau a une fonction aussi de soulager leurs articulations à ces animaux qui sont très imposants, de protéger leur peau. Jumbo vit seul, alors que c'est un animal grégaire qui aurait besoin des siens depuis 40 ans. Il vit dans cette remorque, l'été sous la canicule qui tombe et le soleil sur la tôle, l'hiver quand il fait froid, pareil, alors qu'il devrait avoir une piscine chauffée à 22 degrés. C'est un animal africain, il a besoin de cette chaleur. Et donc en France, encore aujourd'hui, on se bat pour lui et c'est très très difficile parce que les autorités ont peur, certainement. Et donc j'avais envie juste de vous parler de Jumbo et de vous parler de ces animaux très particuliers, les hippopotames amphibies, parce que comme il était dans la région de Bordeaux, je suis passée à côté de Lormont hier pour venir et voilà, de penser qu'ils sont là encore, qu'ils existent, même si ils sont enfermés dans ces remorques et ils sont sur les routes à l'intérieur de ces remorques, sans rien, juste de la tôle. Voilà, merci infiniment de m'avoir écouté, vraiment, merci et puis merci de votre intérêt pour, c'était quelque chose ma présentation était finalement très simple mais proche d'eux, j'espère. Merci beaucoup, Muriel. Merci, Moustapha. Voilà. Donc, vous me ferez rappeler, chère Muriel, qu'avant de nous quitter, on prenne rendez-vous pour l'année prochaine. Vous êtes d'accord? Voilà, bon. Alors maintenant, cher public, c'est à vous de poser les questions, alors courtes, sans commentaire. Voilà. Petite précision sur Jumbo. Un hippopotame devrait faire 2 tonnes. Jumbo fait 3 tonnes. Il a les articulations qui sont complètement écrasées. Voilà ce que... Merci. Merci. Vous n'avez pas parlé de l'intelligence de l'éléphant. On dit que c'est un animal très intelligent. Alors, je pourrais vous en parler, ça pourrait prendre 1 heure. Parce que j'ai choisi des animaux proches de nous, mais je veux bien revenir vous parler des éléphants, des orques, parce qu'en effet, c'est encore un autre univers, je suis bien d'accord, et c'est absolument passionnant. En ce qui concerne l'hippopotame, à Pessac, il y a un zoo, et l'hippopotame, il y a quelques années, il a tué le directeur du zoo. Ah oui? Oui, oui, ce sont les animaux, ils sont plus dangereux que des lions. Et dans le cirque est tellement protégé par les autorités que Jumbo, il est séparé du public avec une ficelle. Imaginez. Oh. Il est jaloux. Oui, bonjour. On a vu une émission à la télévision il n'y a pas très très longtemps
sur les renards en Grande-Bretagne, où il semble qu'il y ait plus de renards en ville maintenant qu'à l'extérieur. Et la problématique en plus, c'est que leur physionomie change. C'est-à-dire qu'ils ont la tête qui devient plus étroite, etc. Donc ça, c'est terrible en fait de voir que finalement, c'est bien qu'on puisse cohabiter avec les renards en ville, hein, mais ça veut dire aussi qu'il y en a de moins en moins à la campagne. Oui, rusé comme un renard, c'est aussi cette adaptabilité. Le problème, c'est qu'avec les pesticides, il y a de moins en moins de nourriture dans les campagnes. Donc les animaux se rapprochent des villes. En plus, les renards sont très faciles à apprivoiser. Les Anglais les adorent. Donc ils adorent en avoir dans leur jardin. Et ils sont très faciles à apprivoiser. Pour les orques, parce que je suis passionnée par les orques, j'ai été plusieurs fois à des conférences au large de Seattle sur une île où il n'y a pas la chasse. Eh bien, là-bas, il y a des renards, il y a les biches qui se promènent dans la rue, enfin, comme si on voyait un chien se balader. Et les renards, il y a carrément, les gens ont mis des panneaux, ralentissez renards. Et c'est vrai qu'ils se rapprochent quand ils n'ont pas à manger. Et ça, c'est un vrai souci. Une dernière question, là, c'est est-ce que vous militez également pour l'arrêt de la chasse à courre ? Bien sûr, bien sûr. On a infiltré pendant 3 ans la chasse à courre et on a pu montrer à quel point c'était très terrible, mais aussi pour les chevaux de chasse à courre qui sont, il y a l'abattoir qui les attend au cul du camion à la sortie. Donc oui, tout à fait. Ça c'est l'autre. Bon, je voudrais remercier l'association et sa conférencière là, pour ce plaidoyer à la fois très convaincant et très émouvant en faveur des animaux sauvages et attirer l'attention du public sur un outil qui permet de protéger non pas un animal ou un autre, mais l'ensemble d'un écosystème. Si vous avez la chance d'être propriétaire de quelques hectares de nature sauvage, vous avez l'ORE, l'obligation réelle environnementale, qui vous permet de protéger pendant 99 ans ce que vous aurez souhaité de protéger, c'est-à-dire interdire l'urbanisation, interdire la chasse. Et c'est un outil qui existe, qui est fonctionnel et qui est maintenant de plus en plus utilisé. L'ORE, l'obligation réelle environnementale. Voilà. Et encore merci pour votre conférence. Oui, tout à fait. C'est qui après ? Vous nous avez parlé des animaux sauvages dans la nature, mais est-ce que, par exemple, vous êtes partie prenante quand on découvre des élevages clandestins de chats, de chiens, de poules, de lapins, etc. Souvent, il y a des affaires comme ça, scandaleuses, d'élevage. Oui, absolument. On a beaucoup travaillé sur les trafics de chiens et de chats. Après, si on veut faire vraiment du bon travail, on ne peut pas être partout. Oui, par exemple, les animaux d'élevage, pour l'alimentation, il y a des associations formidables qui s'en occupent. Les chiens et les chats, il y a beaucoup d'associations de protection animale qui ont de grosses équipes qui peuvent s'en occuper. On va plus s'occuper des chiens et des chats dans les laboratoires, par exemple. On a empêché un grand élevage de s'agrandir encore, de tripler ses capacités de chiens. Donc c'est vrai qu'on va être plus sur ces thématiques-là, parce qu'à chaque fois qu'on mène une campagne, ça veut dire des investigations, ça veut dire des recours en justice, de la sensibilisation, et ça prend du temps. Je viens de vous parler de Jumbo, ça fait plus de 10 ans qu'on suit Jumbo. Et quand je dis on suit, c'est vraiment avec les avocats. Hier, il y avait un huissier dans le cirque, avec des actions avec nos référents, nos militants, et avec les investigations. Donc ça nécessite de devoir fatalement faire des choix. Justement, je croyais que c'était complètement interdit maintenant les animaux dans les cirques. Non, ça n'est pas interdit. La loi, malheureusement, a beaucoup de... C'est très cosmétique. D'accord. Merci. En fait, je pensais poser la question par rapport au cirque. Je pensais moi aussi que c'était interdit, en fait, les animaux, j'avais cru comprendre. En fait, c'est quoi la réalité ? Alors, normalement, déjà, actuellement, et depuis très longtemps, il y a un arrêté ministériel qui protège les animaux dans les spectacles itinérants. Alors, il les protège très peu, mais Jumbo devrait avoir une piscine chauffée à 22 degrés, par exemple. C'est basique,
on n'avait même pas obtenu à sa révision de ce texte que les éléphants aient de l'eau en permanence. Enfin, c'est dire si c'est restreint, mais ça existe. La loi de 2021 dit qu'en 2028, les animaux des cirques ne pourront rester dans les cirques que si le cirque est sédentarisé. Je ne veux pas être trop longue, mais c'est un peu technique. Les cirques, ils ont cette exception de pouvoir garder des animaux dans des conditions extrêmement maltraitantes, et d'ailleurs la plupart des pays ont légiféré sur la question, parce qu'ils sont sur les routes. La loi de 2021, en France, a proposé une autre catégorie, les cirques fixes. Or, ça n'est pas possible, un cirque fixe, parce que quand on se sédentarise avec des animaux sauvages captifs, ça devient un zoo, et il y a une directive européenne qui protège les zoos, les animaux des zoos. Alors, c'est plus ou moins bien fait, mais ça n'a rien à voir avec la vie de Jumbo dans une remorque, rien du tout. Et en fait, si aujourd'hui les cirques se sédentarisent, ils vont pouvoir garder leurs animaux. Il y a une autre exception, c'est qu'ils vont pouvoir garder leurs animaux s'il n'y a pas de sanctuaire et de refuge pour accueillir tous les animaux. Or, on a laissé se reproduire notamment les fauves, les lions et les tigres énormément. Il y en a plusieurs centaines, même le ministère de l'écologie ne sait pas combien il y en a, mais en fait, on voit que, et il n'y a bien entendu pas assez de sanctuaires et de refuges pour tous les accueillir. Ce qui s'est passé, c'est que nous, à One Voice, on a lancé la campagne en 99. À l'époque, même nos membres disaient « mais ils sont bien dans les cirques, ils sont bien nourris, tout va bien, etc. » Et il a fallu éduquer, il a fallu leur faire découvrir les éléphants, par exemple. Enfin, tout cet univers de ces animaux qui vivaient fermés dans des camions. Et c'est ça qui a vraiment changé les choses. C'est-à-dire que les 3/4 des cirques ont fermé, ont arrêté d'exploiter les animaux. Pourquoi ? Parce que les gens n'y allaient plus. Et ça, c'est vraiment important. Vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez dans vos choix. Les gens n'y allaient plus. Il en reste quelques-uns qui ne veulent pas changer. Et pour l'instant, malheureusement, c'est extrêmement difficile. L'issue, on ne la connaît pas, puisque c'est les cirques qui restent, par peur certainement, parce que souvent ils sont violents, les cirques qui restent sont protégés et peuvent continuer à garder des animaux illégalement. Jumbo est détenu illégalement. Un conducteur qui conduirait sans permis dans une voiture volée, on lui enlèverait la voiture. Pas Jumbo. Et c'est vraiment la problématique. Et c'est vrai que cette loi va permettre donc aux cirques de se sédentariser. Donc les camions vont rester sur les parkings ou s'ils achètent un morceau de pré, on pose le camion, on laisse les animaux dedans. Et ils pourront être toujours loués pour les spectacles. Et que dit l'Europe ? Parce que lorsque l'on a un problème avec notre justice, on n'est pas satisfait. Il y a la loi européenne, il y a une cour européenne. Et là, il n'y a pas possibilité de monter à Bruxelles pour les animaux chassés, pour les oiseaux notamment, beaucoup. On a des recours devant le Conseil d'État et on a l'Union européenne qui nous dit allez-y, même si on a la pression en face des chasseurs qui veulent nous faire abandonner. Donc pour les oiseaux, on a ça. Au niveau de l'Europe, il y a la directive zoo qui donne les règles. Les zoos ont des normes qu'ils doivent respecter pour détenir des animaux sauvages, puisque ce sont des animaux d'espèces en plus qui sont protégés. Que ce soit les éléphants, les hippopotames, les tigres, ce sont des animaux d'espèces protégées. Donc, mais c'est extrêmement difficile en France encore. Vous avez vu que maintenant il y a une grande campagne à la télé pour embaucher des chasseurs. Oui. Oui. Ça va sidérer. Oui. Oui. Alors, le zoo de Vauban, justement, il sauvegarde des tas d'espèces. On ne visite pas le zoo en 24 heures, il faut plusieurs jours pour visiter l'ensemble de tous ces animaux qui sont sauvegardés. Je veux bien revenir vous parler des zoos. Je veux bien vous revenir vous parler de Beauval. Ah bon. Merci. Vous serez surpris. On prend note. Mais je ne veux pas prendre trop... Non, là, ça serait trop compliqué. Pas toutes nos illusions. Vous savez, un zoo, c'est une entreprise commerciale qui est faite pour attirer le public et faire plaisir au public. Un sanctuaire, et nous avons des sanctuaires
notamment un sanctuaire partenaire par exemple en Inde pour une espèce d'ours en voie de disparition, mais aussi sanctuaire en Italie pour les animaux des cirques. Un sanctuaire, il est fait pour les animaux, donc il ne va pas être joli. On ne va pas forcément les voir, les animaux, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas être séparés pour la reproduction, être envoyés ici. Il n'y a pas d'animaux en location. Beauval loue des animaux dépendants en Chine. Oui. Quand on sait la maltraitance qui... Vous voyez, il y a les tigres blancs. Les tigres blancs n'existent pas dans la nature, mais ça fait joli, ça plaît aux visiteurs. Donc un sanctuaire, et nous souhaitons, et j'espère que certains zoos vont se convertir petit à petit à devenir des sanctuaires pédagogiques où quand les gens iront avec leurs enfants, ils ne verront pas forcément l'animal parce que l'animal ne sera pas forcé à être exposé. Et ça fera toute la différence. Ça, c'est... Voilà, je vais vous raconter un peu ma vie. En 1987, j'ai fait un très beau voyage au Kenya. Et c'était pas un voyage avec super luxe, c'était on campait dans la brousse, on se faisait à manger nous-mêmes et on était en transport comme un transport de militaire. Et donc j'ai vu, enfin, j'ai vu les girafes, j'ai vu les hippopotames, j'ai vu les girafes, les hippopotames, enfin tous ces animaux. J'ai aussi vu les Maasai, population entretenue pour le tourisme plus ou moins. Et c'était un merveilleux voyage. Et donc voilà, j'ai emmagasiné tout ça, j'ai fait des photos et les négatifs n'ont pas marché. Donc je n'ai aucune photo. Ensuite, j'ai habité à Villagrin, donc 35 km de Pellegrin où j'étais infirmière, et je faisais tout un détour à travers bois pour voir le renard. C'est magnifique un renard, c'est magnifique. Vous parliez des sangliers, eh bien il fallait beaucoup se méfier des sangliers qui traversaient, et un sanglier sur une voiture, ça fait beaucoup de mal. Et ils ont des horaires aussi, ils ont des heures où ils passent. Bon, maintenant j'habite à côté, vraiment à côté. Devant chez moi, il y a un bois. Et tous les jours, je vois des écureuils sauter de branche en branche. Mais c'est incroyable, il y en a plusieurs. Et pendant un temps, je les nourrissais, mais je me suis dit, tu es en train de les apprivoiser, arrête. Et parce qu'ils étaient à trois, à regarder où est mon appartement. Je trouvais ça pas croyable. Alors je les vois toujours de loin et ça me rend très très heureuse. J'ai vu des pivers, piquets pêche, et il y a un tas de petits oiseaux dont je ne connais pas les... Voilà. Et ça, c'est juste à côté. C'est pour vous dire que la nature, elle est partout où on veut bien la voir. Absolument. Merci Daniel. Absolument. Merci. C'est tout. Absolument. Merci. Il fonctionne. D'autres questions? Je voulais vous poser une question. Quels sont, ces dernières années, les résultats les plus concrets que vous avez eus avec One Voice? Si on reste sur des animaux sauvages libres, on a fait interdire avec la LPO, mais on était de concert et complémentaires, les chasses traditionnelles, la glu et plein d'autres. Pour les petits oiseaux, c'est-à-dire, vous savez, les chasses où on les attire sous une pierre et bim, la pierre écrase l'oiseau. Les chasses où on attache ce qu'on appelle un oiseau appelant un fil à la patte, on lui fait mal, il hurle, ses congénères arrivent évidemment pour lui porter secours, ils se font choper dans les filets. Voilà, donc toutes ces chasses-là, ça a été un long combat grâce à l'Union européenne, comme disait Mustapha, vraiment, ça a été vraiment quelque chose d'important, et le Conseil d'État. Et à chaque fois, c'était contre le ministère de l'écologie, ce qui est quand même complètement dingue. On est, et encore aujourd'hui, on a cette pression du ministère de l'écologie pour nous empêcher d'avancer, parce qu'ils sont toujours du côté des chasseurs. Pas une fois, ils ont été de notre côté. Mais même pour tout, en fait. Et les tourterelles des bois, comment ça s'appelle, la tourterelle du Médoc, là aussi, il a fallu, alors qu'elles sont en train de disparaître, il a fallu aller devant le Conseil d'État. Donc ça, c'est par exemple. Mais on a aussi interdit des gros élevages d'animaux pour les laboratoires, de primates pour les laboratoires. Et puis,
en Inde, parce que l'Inde est très évoluée, on a mis fin à 400 ans de danse des ours. Une espèce endémique de l'Inde, l'ours à miel, l'ours lipu, qui était attrapé, capturé pour danser, vous savez, avec la corde dans le museau, etc. En 7 ans, on a mis fin à ça. En étant partenaire avec d'autres associations, il y avait une asso anglaise, une asso australienne, une asso indienne et nous, One Voice. Et comment est-ce qu'on a fait ça? Et ça, enfin, j'en dis un mot 3 secondes parce que c'est l'unité des combats de Théodore. On a ouvert un sanctuaire pour accueillir tous les ours. On a accueilli les gitans musulmans, traités moins que des intouchables, qui faisaient danser leurs ours. On leur a proposé un métier. Les femmes, on leur a appris un métier aussi, les enfants, une scolarisation et une couverture maladie pour tout le monde. Parce que ces gens-là, quand ils perçaient le museau de l'ours avec une aiguille chauffée à blanc, quand leur enfant se blessait, eh ben c'était pareil. Ils n'avaient rien, absolument rien. Et ça a été difficile d'amener le premier ours. Mais bon, c'était un gitan Kalandar qui travaillait avec nous, il a amené son ours, qui est un peu... Bon, elle était un peu spéciale, mais... et le lendemain, on avait 13 gitans avec 13 ours qui attendaient aux portes du sanctuaire. Et ensuite, on a formé les policiers, on a formé... et ils sont tellement fiers. Ils sont tellement fiers. Donc, c'est possible d'arriver, mais il ne faut pas laisser de côté les humains. Et pour les cirques, c'est un vrai problème, parce qu'il y a des cirques qui sont encore en activité, les gens ne savent ni lire ni écrire. Nous, depuis qu'on enquête, donc depuis 1999, nos enquêteurs souvent rentrent dans les caravanes et aident les circassiens, les dresseurs à remplir leurs papiers. Donc les grands cirques, eux, se sont convertis déjà. Mais il faut accompagner tous ces gens-là. On l'a fait en Inde en 7 ans. Et c'était 400 ans. C'est-à-dire que c'est une danse qui était arrivée à l'époque des Moghols, le Taj Mahal, etc. C'était vraiment dans cette zone-là. Donc voilà. Mais par contre, il faut s'accrocher et il faut avoir cette vision globale. On n'exclut pas les humains. On englobe tout le monde. Désolée pour la longueur. Alors avec regret, Muriel et chers amis, on va arrêter là. Avant, profiter quand même de boire un petit verre d'amitié là, et on peut continuer à échanger. Alors je pense que vous avez mérité quand même des remerciements plus concrets, n'est-ce pas? Donc c'est moi qui vous remercie. Voilà. C'est moi qui vous remercie d'avoir été aussi attentif et pour eux. Merci. Voilà, ça c'est le cadeau traditionnel. Oh, merci. Bon, c'est pas de l'Évian, on est à Bordeaux, donc. Oh, merci. Voilà. Mais c'est vraiment merci, voilà. Mais il fallait pas parce que je suis tellement contente de parler d'eux et de parler avec vous. Merci. Voilà, merci à vous. Merci. Alors, si le thème sur la souffrance animale vous passionne, sachez que notre prochaine conférence aura lieu le 11 avril. Voilà, c'est très rapproché, désolé. Donc, ça sera à la médiathèque Jean Vautrin, 11 avril. C'est sur penser la souffrance animale dans la Chine ancienne, avec Laurent Chircop-Reyes, maître de conférence de Bordeaux-Montaigne. Voilà, donc 15h, comme d'habitude, le samedi, comme d'habitude. Donc vous avez du papier, si ça vous intéresse, inscrivez-vous, vous pouvez vous inscrire maintenant. Et si vous voulez laisser vos coordonnées, eh bien c'est encore mieux. Mais sinon, inscrivez-vous pour que vous ayez de la place.